La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Mardi, 6 heures. Clara Montivalli tenta de canaliser son flot de cheveux blonds dans un chouchou en Vichy. Autant détourner un tsunami par un rond de serviette. Elle reposa le cerceau d'étoffe près du lavabo et scruta son visage dans le reflet cerné d'ampoules. Les hommes et les miroirs avaient toujours eu un faible pour Clara. Elle était belle, bien sûr. D'une beauté un peu sauvage avec ses yeux gris mouchetés d'éclats dorés et ses lèvres pleines. Mais plus encore. Elle disposait d'une arme dégainée, comme par mégarde. Un sourire capable d'émouvoir un inquisiteur du Moyen-Âge. Clara incarnait l'alliance de la beauté et du charme, de la femme fatale et de la femme enfant. Le temps n'y changeait rien. À 41 ans, la vitrine avait une décennie de retard sur le compteur. À peine quelques rides d'expression et un contour des joues un peu plus accentué étayait-il une date de naissance sur son passeport qui aurait pu passer pour une erreur administrative. C'est à tort que les envieux, plus souvent les envieuses, évoquaient parfois à son sujet les miracles de la chirurgie esthétique. Clara n'y avait jamais eu recours et entendait bien continuer à s'en passer. Elle saurait accepter l'amortissement de son capital beauté avec la même lucidité qu'elle en avait apprécié l'étendue. Ni fausse modestie, ni course pathétique contre le temps. La marque d'une authentique confiance en soi. Ce matin-là, elle avait un teint de déterré. Elle consulta sa montre. Elle devait prévenir son assistante. Quelle que soit l'heure à laquelle le quai des Orfèvres la libérerait, l'agence de communication qui l'employait devrait se passer d'elle. Ludovic, vêtu d'un pantalon de pyjama à rayures, apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu es convoqué à quelle heure ?»« 10 heures. Tu m'accompagnes ?»« Je ne peux pas. Demande aux deux types qui ont poireauté toute la nuit devant l'immeuble. D'après moi, ils connaissent le chemin. » Elle l'observa un instant dans le miroir. Ses cheveux poivre et sel en bataille, ses lunettes de travers, même sa barbe de 3 jours lui donnait, plus encore que d'habitude, l'air de tomber de la lune. Elle connaissait ce corps sur le bout des doigts. Des rares poils perdus entre les pectoraux, à la cicatrice presque effacée, au creux de son avant-bras. Souvenir d'une chute de vélo à l'adolescence, sans oublier les endroits aléatoires du cou où sa barbe capricieuse évitait de pousser. Après 23 ans de vie commune, elle était encore troublée, chaque matin, par les mêmes détails. Elle eut envie de poser la tête au creux de son épaule, de sentir ses bras se refermer sur elle et de respirer le santal de son parfum. Mais il resta adossé au chambranle, fidèle à cette distance qu'il maintenait entre eux depuis des mois. Il réajusta ses lunettes. « Tu sais quand auront lieu les obsèques ?»« Pas encore. Tu veux y aller ?» Il la regarda choqué. « C'est Édouard quand même !» Il fit 2 pas et étendit la main dans sa direction. L'espace d'une seconde, Clara crut qu'il allait poser sa paume sur son épaule. Mais il attrapa un Kleenex sur l'étagère, nettoya ses lunettes et les posa près du lavabo. Il ôta son pantalon de pyjama et s'avança nu sur le receveur de la douche italienne. Clara se demanda ce qu'Amelin avait pu découvrir à ce stade. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il additionne 2 et 2. Les problèmes, alors, ne feraient que commencer. Une question de Ludovic, reflet de ses propres interrogations, couvrit le jet de la douche. « À ton avis, ils te veulent quoi ?» Le policier les avait priés de ne pas chercher à communiquer entre elles. Une fois de plus, elle fut tentée, sous l'emprise de la frustration, de chercher dans le quartier une cabine téléphonique. Ça devait encore exister, non ? Pour contacter les autres, au moins Clémence et Maude. Elle avait besoin d'un bon pow-wow, à l'image de dizaines improvisées au fil des ans, pour régler les problèmes de l'une ou de l'autre. Comment attirer sur Denise l'attention de tel garçon, star de la 4e-3 ? Permettre à Clémence de sécher le cours de gym pour aller voir une expo. Lui éviter à elle, Clara, l'éviction du lycée après qu'elle avait été surprise dans les toilettes un joint allumé à la main. Déterminer la meilleure façon de soustraire Maude aux brimades d'une bande de filles plus âgées, irritées de son statut de première de la classe. Avec le temps, les thèmes de ces brainstorming avaient évolué vers des préoccupations plus adultes. Les questions existentielles d'artiste de Clémence, la carrière de Maude, ou les effets sur l'épiderme de l'érosion du temps qui passe. La priorité était de protéger au mieux Denise, qui serait sans doute soupçonnée au titre d'épouse. Fallait-il par exemple prétendre que le dîner avait démarré plus tôt, ou du moins demeurer dans le vague sur ce point ? N'était-il pas dangereux de dévier de la vérité sans pouvoir se concerter avec les autres ? Devoir répondre seule à ces interrogations la démoralisait. Si seulement elle pouvait joindre Maude, son amie saurait quoi faire. Elle avait toujours su. « J'imagine, répondit-elle à Ludovic, qu'il souhaite vérifier l'alibi de Denise.
La conjointe est toujours la première suspecte. Et qu'est-ce que tu vas leur dire à ce sujet? Que cette hypothèse est totalement grotesque. Qu'est-ce que tu crois? Le jet d'eau s'arrêta et le visage de son mari réapparut derrière le muret de mosaïque. Comment tu peux en être aussi certaine? Avant qu'elle ait pu lui demander de préciser le sens de sa question, il avait enfilé un peignoir en éponge et quitté la salle de bain. Elle résista à l'envie de lui hurler d'aller se faire foutre avec ses sous-entendus. Après tout, il ne savait pas que la mort d'Édouard les sortait d'une sacrée panade. Elle attrapa sa brosse à cheveux et démêla sa longue tignasse, à en avoir les larmes aux yeux. Elle se demanda comment les autres avaient occupé leur nuit. Nourrie de cette tragédie, Clémence à coup sûr s'était jetée sur ses pinceaux pour leur pondre une de ces toiles dégoulinantes de malaise dont elle avait le secret. Un vagin tailladé de larmes de rasoir qui répandait des larmes de sang, ou peut-être un bébé se nourrissant à belles dents d'un cœur humain. Maud avait dû se poser les mêmes questions qu'elle. Qu'est-ce que la police risquait de leur demander et par quels moyens protéger Denise? Peut-être avait-elle passé 1 ou 2 coups de fil. Sa liste de contacts ne devait pas être à court de relations place Beauvau. Si les somnifères étaient restés sans effet, Denise avait dû passer la nuit à pleurer Édouard. Les Schaeffer formaient un drôle de couple. Il était impossible qu'Édouard n'ait pas eu de sentiments pour Denise. Le mariage n'aurait pas duré aussi longtemps. Mais il n'en faisait pas étalage, peut-être par pudeur, alors que Denise le couvait des yeux en permanence. Il arrivait qu'ils se trahissent. Un geste, un sourire un peu appuyé révélaient pour quelques secondes la tendresse. La plupart du temps, il lui parlait d'un ton glacial et ne se gênait pas pour lui adresser des remarques vexantes. Une réflexion d'Édouard, lâchée au bord de la piscine 3 étés auparavant, lui revint en mémoire. Maud, Clémence, Ludovic et elle-même sirotaient un digestif sur des transats, tandis que Georges et Édouard nettoyaient la piscine avec une épuisette. Denise venait de poser sur la platine le CD du canon de Pachelbel. Édouard avait commenté découragé. « Elle a vraiment le classique facile. » Allusion à la préférence de Denise pour les compositeurs réputés accessibles, tels que Chopin ou Vivaldi. Ce soir-là, Maud n'avait pas résisté à la tentation de recadrer Édouard. « Quand il s'agit de ta femme, toi, c'est la gâchette que tu as facile. » Édouard avait souri et même hoché la tête, en homme qui apprécie les traits d'esprit, y compris s'il en est la cible. Revenue à temps pour surprendre la remarque de Maud, Denise ne lui avait pas adressé la parole de 6 mois. La réconciliation s'était assortie d'une rude explication entre les 2 femmes. Denise avait reproché à Maud son ingérence. Pis, de la considérer comme une victime. Maud ne s'était plus permis la moindre remarque à l'encontre d'Édouard. Clara, de son côté, n'avait jamais été tentée d'en faire. Et pourtant, combien de ces réflexions perfides n'avait-elle pas perçues depuis le mariage des Schaeffer? Combien de haussements d'épaules ou de regards portés au ciel? Le fait est qu'elle éprouvait de l'indulgence pour les gens dotés de charisme. Et du charme, Édouard en avait à revendre. Il fallait le lui reconnaître. Elle ne serait pas allée jusqu'à sourire lorsqu'il mettait Denise en boîte. Pour autant, elle avait tendance à excuser son ironie mordante. Son mari Ludovic taxait cette complaisance coupable de solidarité de beau. La justesse de son expression la mettait un peu mal à l'aise. Impression de trahir son clan, même si Denise endurait de bonne grâce les manifestations d'agacement de son mari et prenait sa défense envers et contre toutes. Aujourd'hui, elles allaient défiler à tour de rôle au siège de la brigade criminelle. Cette perspective la ramena près de 30 ans en arrière. Une situation similaire pour des enjeux très différents. Elle attend son tour devant le bureau du proviseur. Maud est à l'intérieur en train de s'expliquer. Denise se balance sur la chaise de bois. Le grincement du siège orné d'inscriptions au feutre vert alterne avec le claquement du dossier contre le mur. Clémence s'est plantée face à la fenêtre du couloir, sans voir le gymnase en vis-à-vis. Du bout de l'index, elle dessine des formes sur la vitre sale. Il y a aussi ce garçon, Rossi, le pit de la classe, qui lui fait passer pendant les cours des messages enflammés truffés de fautes d'orthographe. Un peu plus tôt, ils ont tous assisté au cours d'Elvis. D'un coup, ça lui revient. Le ventre opalin parcouru de pulsations régulières, les pattes arrière rossées, démesurées, clouées au support de liège par 2 épingles, de même que les membres supérieurs. Les 4 gamins considèrent le batracien à distance sans un mot. Dans la classe de sciences naturelles, sur des paillasses de carreaux blancs percés d'évier, 8 groupes d'élèves s'apprêtent à découper l'abdomen d'une grenouille. Gonsalves, surnommé Elvis pour la taille de ses favoris gominés, vêtu d'une blouse qui a connu des jours meilleurs, fait les 100 pas sur l'estrade.
Quelques minutes encore et il s'affalera dans sa chaise, retranché derrière l'autojournal, indifférent à cette odeur d'ammoniac ou de javel des classes de sciences nat, avec laquelle il cohabite depuis 20 ans. Clara jette un coup d'œil à la classe. Le groupe de garçons sur leur gauche n'a pas non plus commencé la dissection. Leur meneur, Rossi, cancre officiel de la 6e 2, se contente de mimer un coincement en agitant du scalpel la bouche de la grenouille. Ses copains rigolent, mais c'est le regard de Clara qu'il cherche à attirer. « Qui s'y colle ?» demande Clara. Le ton exprime 2 messages. Elle est pressée d'en finir et n'envisage pas de procéder elle-même à la dissection. Après tout, on ne leur a donné qu'un scalpel par groupe. On pourrait tirer au sort, suggère Denise sans quitter des yeux l'animal, des fois qu'il s'affranchisse de son support et reprenne sa liberté. Ou voter, propose Maud. Clara est scannée par 3 regards hostiles. Ça a dû l'amuser, Elvis, lorsqu'il a constitué les groupes, de l'associer au gang des boulets. C'est le surnom collectif que Clara et ses camarades ont trouvé aux 3 laissés-pour-compte de la classe. Maud aux lunettes rondes et à la démarche mal assurée, comme beaucoup de gamins qui ont poussé d'un coup. Denise, ravagée par une acné dévorante dont on se demandait parfois si elle était douée de la parole. Clémence, enfin, la rebelle, jamais avare d'insolence, qui passait l'essentiel de ses journées à crayonner dans un petit carnet noir, prête à gifler quiconque ziotait ses croquis par-dessus son épaule. Ces 3 filles ne lui feront pas de cadeau. Elles sont les victimes quotidiennes des moqueries et des suiveuses. Clara se contente d'encourager les railleries d'un sourire sans mettre elle-même les mains dans le cambouis de la persécution. « J'aime assez l'idée du tirage au sort », annonce-t-elle. Sans avoir d'aptitude particulière pour les mathématiques, elle sait faire la différence entre 25 et 75%. La minute qui suit se révèle décisive. Rossi n'a pas très envie de disséquer une grenouille. Il trouve plus amusant de décrocher la sienne et de la glisser sous le sweatshirt de Denise. Il ne l'a pas choisie au hasard. Il sait que Clara n'apprécie guère les 3 amis. La réaction de Clara est pour le moins inattendue. Tandis que Clémence libère l'animal dont les pattes visqueuses s'agrippent à l'épiderme d'une Denise terrorisée, le regard de la jeune fille croise celui de Maud. « Son futal ?» propose-t-elle. Maud acquiesce d'un hochement. Clara, qui quelques minutes plus tôt aurait préféré subir une séance d'orthodontie que de poser la main sur la grenouille, la décroche de son support. Maud accule Rossi contre la table, écarte en même temps l'élastique de son pantalon de velours et celui de son slip. Clara dépose l'animal dans l'intimité des parties génitales du cancre, qui poussa hurlement. La classe entière part d'un éclat de rire. Gonsalves lâche à regret son magazine pour récupérer les 2 amphibiens. S'ensuit une série de réprimandes individuelles dans le bureau du proviseur et une punition collective sous forme d'heures de colle. Ce temps passé entre 4 murs permet à Clara de faire connaissance avec le gang des boulets. Elle trouve aux 3 autres, non pas du charme. Elles en ont ensemble moins qu'une palourde, mais du répondant et de la répartie. En un mot, de la personnalité. Denise, Maud et Clémence, impressionnées par l'initiative de Clara, envisagent la possibilité qu'elle soit, peut-être, davantage qu'une sale frimeuse. La semaine suivante, à la stupéfaction générale, Clara s'assoit auprès d'elle à la cantine. Elle vient de découvrir qu'avoir des amis surpasse le fait de disposer d'une cour. Émergeant de ses souvenirs, Clara observa à nouveau son reflet. Comment se maquille-t-on pour un entretien à la PJ ? La pâleur et les cernes étaient après tout de circonstance. Elle ne chercherait pas à les atténuer par du fond de teint. Juste un peu de maquillage sur les yeux. Elle ouvrit son tube de mascara et enduisit ses longs cils clairs. Mardi, 7h04. Clémence Le Rouge trempa les lèvres dans son café. Ni assez chaud, ni assez fort, en plus d'un service réticent. Le garçon lui avait apporté la tasse avec l'entrain que met un condamné à poser la tête sur le billot. Aussi typique du troquet parisien que le carrelage multicolore ou les tabourets de bois brun qui jouxtaient le zinc. Seules 2 autres tables étaient occupées. Un quadragénaire moustachu martelait avec frénésie le clavier de son laptop. Un peu plus loin, 2 amoureux, des étudiants sans doute, ne parvenaient à se quitter ni du regard ni des mains. Et il faut dire qu'ils n'essayaient pas très fort. Dehors, le crachin avait repris. Sans ralentir le trafic sur la place de Clichy, la froidure maintenait son emprise sur Paris. Même la statue au centre de l'esplanade était frigorifiée. C'était pourtant celle du maréchal Moncey, qui en avait vu d'autres, face aux Cosaques. Et toujours cette chape de plomb qui vous bouchait le ciel à perte de vue. Clémence brossa de la main sa courte tignasse brune et posa sur la table ses lunettes en demi-lune. Si elle rêvait du soleil de Provence, elle n'avait jamais envisagé de quitter Paris. Les galeries qui comptaient se trouvaient ici, dans la capitale. S'en éloigner, c'était renoncer.
À 41 ans, elle était trop jeune pour ne pas mettre toutes les chances de son côté. Après presque 2 décennies de doute, elle franchissait enfin des étapes professionnelles majeures. Quelques articles dans des revues spécialisées, 2 expositions importantes, l'une à la Galerie Templon et une autre à Thiers, au creux de l'enfer. Un asile permanent pour ses toiles dans une galerie du 3e arrondissement. Bien sûr, c'était toujours son job de professeur de dessin dans une école privée qui réglait les factures. Elle ne vendait pas tant que cela et, du reste, les galeristes mettaient un poids d'honneur à payer leurs artistes le plus tard possible, parfois plusieurs années après la vente du tableau. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait s'autoriser un certain optimisme. Sa carrière de peintre prenait la bonne direction. Les premières notes de Back in the USSR annoncèrent l'arrivée d'un SMS d'Ida. Clémence consulta son portable. Sa fille l'informait qu'elle passerait la soirée à réviser chez Iggy, son premier petit ami attitré. Clémence soupçonnait la matière étudiée de se rapprocher davantage de l'éducation sexuelle que de la littérature. D'un autre côté, refuser ouvrait la voie à une explication énergique où il serait question du manque de confiance de Clémence et du dilettantisme d'Ida. La dernière fois que Clémence avait rechigné à donner une autorisation, Ida lui avait demandé s'il n'était pas un peu tard pour se découvrir une vocation de mère-poule, voire de mère tout court. Elle poussa un soupir et pianota une réponse positive, feignant de considérer l'information comme une question. Elle avait conscience de céder une fois de plus à la facilité. Son excuse du jour était solide. Elle ne pouvait pas mener de front un interrogatoire au quai des Orfèvres, la détresse de sa meilleure amie et une engueulade avec sa fille. Clémence s'était toujours vécue femme et artiste avant de se sentir mère. Concevoir un enfant avait été l'idée de Rudy. Il voulait fonder une famille. La sienne, il faut dire, avait été idéale. Les parents de Rudy auraient fait n'importe quoi pour leurs 3 fils. La fratrie joyeuse et solidaire constituait l'un des piliers de la vie de son mari. Alors qu'un père comme elle en avait eu, ça vous vaccinait contre toute tentation de vous reproduire. Si Rudy avait compris ses raisons, il n'avait pas déposé les armes. Elle ne voulait pas le perdre, elle avait capitulé sur le principe, mais n'avait rien concédé dans les négociations acharnées qui s'en étaient suivies. Il n'aurait qu'un seul enfant. Le destin est toujours friand d'un bon canular. Quand la première échographie avait révélé la présence de jumelles, il était trop tard. Elle avait été prise de panique. Rudy, fou de joie, lui avait promis que tout irait bien. Il avait été un père accompli. Il fallait le lui reconnaître. Il ne se noyait pas dans l'océan des 1001 questions qui se posent aux jeunes parents sur les vaccins, les sièges auto, l'usage de la tétine ou la marque des couches, mais prenait ses décisions avec sérénité les unes après les autres. Alors que Clémence paniquait à la seule idée de faire un choix, tétanisée par sa responsabilité en cas d'erreur de jugement. Lorsqu'elle était à bout de patience, lui savait d'instinct qu'en consoler ou qu'en sévir et trouver des mots capables de les apaiser. Face aux cris suraigus d'Ida qui, sujette aux maux de dents, pouvait pleurer pendant des heures, il conservait son calme et improvisait une berceuse de nature à calmer les larmes du bébé. Loin de jalouser cette aptitude qui lui faisait défaut, elle s'était volontiers appuyée sur lui et avait accepté avec reconnaissance le rôle de parent suppléant. Ida et Manon étaient âgées de 6 ans quand Rudy avait trouvé la mort dans un accident de parapente. Clémence perdait l'homme de sa vie, mais devait occulter son propre deuil pour consoler les 2 êtres que cette tragédie laissait encore plus démunis. La suite n'avait pas été idyllique. Les relations de Clémence avec les filles s'étaient révélées laborieuses. Les jumelles n'avaient jamais caché leur exaspération face à son étourderie ou son manque d'affinité pour la technologie. Était-ce le fruit de son imagination ? Lorsqu'elle sévissait, ou parfois quand elle renonçait à le faire, elle lisait un reproche dans leurs yeux. Elle n'était pas Rudy. Les petites le lui faisaient payer. Certains jours, elle avait le sentiment de porter un masque qu'elle ne se sentait libre d'ôter que dans la solitude de son atelier. Dès qu'elle en sortait, il fallait distribuer des sourires mécaniques, poser des questions sur des activités périscolaires dont elle se moquait bien, ou dispenser de vaines leçons de morale. Les enfants devaient être équipés d'un radar à instinct maternel. Malgré ses efforts, elle sentait que les jumelles percevaient chez elle cette impression d'usurpation. D'autres fois, plus rares, elle les observait à leur insu et se sentait gorgée de tendresse. Ces jours-là, elle aurait été capable de massacrer quiconque susceptible de leur vouloir du mal. Ces brusques pulsions de mère la prenaient par surprise. Comme un enfant émerveillé, de se découvrir capable de jouer la sonate au clair de lune, la première fois qu'il s'assoit devant un piano. Elle consulta sa montre orange fluo. Presque 10 heures à tuer avant celle de sa convocation à l'APJ. Et aucune possibilité de consulter les autres. De mémoire, elle passait en 3e position. Elle se demanda si ses amis redoutaient cet entretien autant qu'elle. Peu probable. Ses camarades, elles,
n'avait eu aucune raison de tuer Édouard. Denise, tout à sa peine, distinguerait à peine les flics du 36 derrière un rideau de larmes. Clara n'en ferait qu'une bouchée. Quant à Maude, il n'y avait pas à s'en faire. C'était une fille de ressources. Quand elle ne savait pas, elle improvisait. Clémence en avait eu la révélation le soir de son 13e anniversaire. Sa tête surplombe la cuvette des toilettes. Clémence expulse des profondeurs de son estomac les dernières gouttes de liqueur. Un goût de métal lui agresse les sinus. Denise lui soutient le front. Dans le couloir, Clara et Maude se disputent. « Mais t'es débile ou quoi ? Tu réalises, à 13 ans, elle n'avait jamais bu d'alcool !» argumente Clara. « Même pas un fond de verre de vin. Et alors, c'est quoi le problème ? Tu m'écoutes ? Jamais bu d'alcool !» scande Clara. « Et il fallait que tu arranges ça dans la seconde. Tu ne pouvais pas commencer par un fond de verre de vin, justement, au lieu d'un demi-carafon de Bélèze ? Je lui en ai fait goûter un doigt, de la réserve de son père. Elle a aimé et a continué à en boire dans la soirée. Je suis pas sa nounou. Non, juste le démon tentateur qui s'en lave les mains. Quand on ne tient pas l'alcool, mieux vaut éviter de boire. Comment elle pouvait seulement savoir si elle tenait l'alcool ? À quelle heure ses parents ont dit qu'ils revenaient déjà ? Les interrompt Denise. Vers minuit. Il est quelle heure ? Minuit moins le quart. À ces mots, Clémence sent déferler une nouvelle nausée. On n'a plus beaucoup de temps, diagnostique Maude. Denise continue à la soutenir. Clara, tu prends l'essuie-tout, une éponge, une bassine, tout ce que tu peux trouver sous l'évier de la cuisine, et tu nettoies les dégâts dans la salle de séjour. Berk ! Pense à aérer la pièce après. De mon côté, je vais dans sa chambre lui trouver de quoi se changer. Au passage, je récupérerai de quoi empaqueter ses fringues et les sortir discretos de la maison. On ira à la laverie demain après le PS. Et il ne remarquera pas qu'elle s'est changée ? Elle porte un jean et un t-shirt noir. Si on tape dans le même registre, il n'y a aucun risque. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Parce que si on ne fait rien, vous imaginez la suite. Clémence a toujours éludé leurs questions. La plupart du temps, elle se contente de hausser les épaules ou de détourner le regard. Mais elles le savent. Son père se montre tout à fait favorable à l'usage des châtiments corporels. Malgré les précautions de Clémence, elles ont vu dans les vestiaires du gymnase l'hématome de la taille d'un CD qui lui décorait la hanche en janvier dernier. Souvenir d'un coup de ranger un jour où elle n'avait pas eu le temps de faire son lit. Alors, sa première cuite, à 13 ans, pas la peine de leur faire un dessin. « Je descends », annonce Clara. C'est alors qu'elles entendent les sons les plus effrayants de leurs jeunes existences. Un moteur que l'on coupe, des claquements de portière. Clémence réprime un sanglot. « J'ai une idée. » Maude se lève d'un bond. « Maude, déconne pas, c'est quoi ton idée ?» questionne Clara. Leur amie a déjà disparu dans la cage d'escalier. Sa voix leur parvient du rez-de-chaussée. Remettez la bouteille à sa place, cachez les verres et vaporisez le déo. Je m'occupe du reste. En pénétrant ce soir-là dans leur salon, les parents de Clémence ont la désagréable surprise de trouver Maude à genoux devant une flaque de vomi. Les champignons, bredouille-t-elle. On en a mangé, Clémence et moi. L'adjudant Cortez marque un temps d'hésitation. Est-ce que cette gamine essaye de se payer sa tête ? Il les a à l'œil, les copines de sa fille. Celle-ci le regarde toujours en coin comme s'il était un peu attardé. Elle ne vaut pas mieux que l'autre, une vraie pute avec son maquillage et ses talons hauts. Si elles essaient d'entraîner Clémence sur la mauvaise pente, il fera la mise au point qui s'impose. C'est son devoir de père, d'éloigner les mauvaises influences. Il monte à l'étage. 2 adolescentes soutiennent sa fille au-dessus de la lunette des toilettes. Il surmonte sa répulsion pour humer à pleine narine, mais ne perçoit qu'une écœurante senteur de violette. Redescendu dans la cuisine, il ouvre la poubelle et attrape une boîte de fer blanc dont l'étiquette annonce un mélange de cèpe et de pleurote. Il la retourne. La date de péremption est dépassée depuis plus d'1 an. La présence d'esprit de Maude n'avait pas seulement évité à Clémence une correction mémorable, elle avait permis à la jeune artiste d'entrevoir une faille dans le granit. Son père n'était donc pas un dieu omniscient. Il était possible de le berner. Il avait suspecté quelque chose, elle l'avait senti à ses regards insistants. En fin de compte, il en était resté au stade des soupçons et n'avait plus abordé le sujet. Il lui avait fallu des années de psychanalyse pour admettre que son père avait été un beau salaud. Édouard en était un, lui aussi, d'un tout autre genre. Pas un violent, non, plutôt un manipulateur. Bon débarras. Clémence savait à quel point Denise tenait à son mari. Elle avait appris à tolérer Édouard une partie des vacances d'été, quelques week-ends et soirées par an. Le désespoir qui avait heurté Denise la veille avait été si violent qu'elle-même en avait ressenti l'onde de choc. À peine rentrée, elle s'était jetée sur ses pinceaux. Ses professeurs des beaux-arts le lui répétaient à l'envi. L'inspiration se nourrit exclusivement d'émotions. L'artiste, incapable de convertir son ressenti en une sève nourricière, pouvait faire du joli. Jamais il n'accéderait au vrai, son ressenti ou celui de ses proches.
Elle avait peint jusqu'à 5 heures, ignorant la fatigue et les crampes, habitée par cette peine immense qu'elle avait prise à son compte. Elle consulta à nouveau sa montre et décida de retourner à son atelier. La transe de la veille était retombée, consumée comme une bûche dans un coin d'âtre. Mais le travail ne manquait pas. Sa prochaine exposition démarrait dans moins de 2 mois. Elle était très en retard. Elle devait aller de l'avant, se concentrer sur sa peinture. Édouard mort, c'était désormais possible. Elle tendit le bras et demanda l'addition.